Bonjour à tous, on est aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2024. On a un marché des crypto-monnaies qui se porte plutôt bien. On a un Bitcoin qui a pété les 68 000 dollars. Donc là, on est un petit peu redescendu, mais sur la journée, on est à plus 1,24%. Donc c'est intéressant. Un Ether qui essaye tant bien que mal de décoller, mais on va pas se mentir, ça a quand même beaucoup de mal par rapport à Bitcoin. Si on regarde sur les 7 derniers jours, il a moins bien performé que le Bitcoin et il a moins bien performé aussi que beaucoup d'altcoins. Alors ça reste la deuxième crypto-monnaie du marché, mais tous ceux qui ont rechargé comme des fous sur l'Ether pendant le bear market, eh bien, on va pas se mentir, on attend vraiment que ça reparte à la hausse parce que l'Ether a du mal à se réveiller en fait. Regardez sur le Bitcoin, c'est tout simple, on est très proche de l'ATH. Si on regarde depuis le début, là, vous voyez qu'on est très proche de l'ATH. On est aujourd'hui à 67 000 dollars, l'ATH est à 72 000 dollars. Alors que sur l'Ether, on n'est pas encore remonter à la moitié de l'ATH en fait. L'ATH sur l'Ether, il est à près de 4700 dollars et là on est à 2006. Donc c'est vraiment une crypto qui peine à reprendre du poil de la bête comme on a eu pendant le précédent bull run. Alors est-ce que tous les Ethereum killers ont rempli leur part du contrat comme on dit et que maintenant il y a beaucoup de blockchains qui sont plus rapides, plus scalables, plus sécurisées, etc. Peut-être, mais en tout cas, je pense que ça reste l'une des cryptos les moins risquées après le Bitcoin parce que ce qu'on a tendance à dire, c'est que pour un portefeuille équilibré, on met quand même une grande majorité de Bitcoin et d'Ether et après une petite minorité en fait de cryptos à faible capitalisation. Et l'Ether, ça reste quand même solide en termes de capitalisation. On est à près de milliards, 314 milliards et sur l'Ether, sur le Bitcoin, on est à 1300 milliards. Ouais, c'est bien ça. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est concernant le RSI. Le RSI, alors je fais très peu d'analyse technique, mais comme vous l'avez probablement vu sur la chaîne, je vous ai sorti une vidéo concernant le RSI, comment l'activer et comment l'utiliser surtout. Et vous voyez, généralement, dès qu'on est à un RSI qui est élevé, ben, en fait, on est sur des tops de marché. Et dès que le RSI descend un petit peu, on est sur des points plutôt intéressants pour l'achat. Donc, alors c'est un indicateur parmi d'autres, hein, c'est pas un indicateur magique, mais regardez au précédent bull run, top de marché, pas loin du top de RSI. Ici, pareil, top de marché, on est à un RSI qui se rapproche plutôt des 70. Alors que dans le bear market, on est à un RSI qui est plutôt dans la zone basse. Donc là, on voit qu'on est sur une zone plutôt médiane. En fait, on a un RSI à 55 et un prix du Bitcoin à 67 000. Donc je pense qu'on n'est pas encore en surachat. Vraiment, quand on approchera le haut du range, et bien tout simplement, là, on pourra se dire qu'on approche d'une phase de surachat. Et ça rejoint un petit peu l'indicateur. Alors, c'est deux indicateurs différents, mais je me base aussi sur cet indicateur, le Crypto Fear and Greed. Quand on est dans le grid, voire dans l'extrême grid, c'est-à-dire l'extrême euphorie, là, c'est plutôt des moments où il faut prendre ses profits, alors que quand on est dans le rouge, c'est plutôt des moments où on peut acheter, parce qu'en fait, c'est quand tout le monde a peur que l'on peut réaliser les meilleures opportunités. Et Warren Buffett, il a dit, voilà, achetez achetez quand tout le monde a peur, vendez quand tout le monde est euphorique. Voilà, vous retrouverez la citation bien mieux que moi. Ensuite, le projet de crypto de Donald Trump qui a été live donc hier, si je dis pas de bêtises, et qui a connu des débuts pas terribles en fait. Il y a eu des petits problèmes de lancement, il y a eu des petits problèmes en fait techniques, et il y a très peu d'investisseurs. En fait, à peine 3% de l'offre mise à disposition a été réalisé lors de cette prévente en fait. Donc seulement 610 millions de tokens ont été vendus, alors qu'il y avait plus de 20 milliards de tokens. Donc voilà, ils cherchaient à lever 300 millions de dollars. Alors il y a eu des problèmes techniques, mais en tout cas c'est un petit peu complexe. Après, c'est un énorme risque que prend là Donald Trump. À un mois des élections américaines, se lancer dans un projet de crypto-monnaie qui peut en fait avoir une résonance négative, c'est un énorme risque. Mais en même temps, il n'y a que les personnes qui prennent pas de risques, qui n'ont pas de résultats. Et je pense qu'il a aussi pour ambition de convaincre une grande majorité, c'est même pas je pense, hein, il cherche à convaincre une grande majorité des électeurs de crypto. Voilà, on fait un tour sur les news sur Twitter. Alors, une news hyper bullish, le PDG de BlackRock, donc Larry Fink, BlackRock c'est la plus grande société de gestion d'actifs dans le monde, il a déclaré: nous pensons que Bitcoin est une classe d'actifs à part entière. C'est une alternative à d'autres matières premières comme l'or. D'autres matières premières comme l'or. L'or, pour info, c'est l'actif le plus capitalisé de la planète. Donc, vraiment, c'est hyper bullish, sachant que l'or, c'est vu comme une réserve de valeur, c'est vu comme l'un des investissements les moins risqués pour les investisseurs, protection contre l'inflation, etc. Et là, il nous parle d'une alternative. Alors, donc effectivement, le Bitcoin, c'est parfois vu comme de l'or numérique, mais en tout cas, c'est hyper intéressant que le PDG de BlackRock, Larry Fink, dise ça. Alors, c'est aussi pour vendre ses ETF sur le Bitcoin, mais je pense quand même qu'on a de plus en plus de crypto convaincus. Après,
la personne qui est le plus bullish pour moi dans cet écosystème, c'est Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy. Là, c'est vraiment la folie parce que lui, il accumule les bitcoins. Et on a aussi le président du Salvador, bien que, alors on peut aller faire un petit tour sur cette news, bien que lui continue d'acheter des bitcoins pour son pays, mais par contre, dans le pays, en fait, le bitcoin est tellement volatile et quand même assez difficile à comprendre pour des populations qui ne sont pas éduquées financièrement, que 92% des habitants n'utilisent pas le bitcoin. Donc on a seulement 8% des habitants qui utiliseraient le bitcoin au Salvador. Ça reste une monnaie légale, mais voilà, il y a des sondages qui ont été effectués et pour l'instant, c'est quand même compliqué. Après, à partir du moment où on aura un bitcoin aux 100 000 $, là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront remises en compte et tout le monde, enfin, tous les dirigeants de ce monde se diront ah, peut-être qu'il a pris un pari extrêmement risqué, mais ça peut s'avérer très fructueux sur le long terme. Voilà. Un mouvement de la part de Tesla, en fait. Tesla, ils avaient accumulé des bitcoins et là, on a eu, alors excusez-moi, ouais, on a eu un mouvement de 225 millions de dollars. Donc Tesla, il possède près de 800 millions de dollars en bitcoin, donc ça fait quand même une sacrée quantité de bitcoin. Et là, il y a eu un transfert de wallet. Donc, c'est pas forcément bon signe quand on a un transfert de wallet, c'est peut-être pour les vendre. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, la news a été publiée aujourd'hui ou hier. Voilà. Goku qui nous partage une information très très intéressante. En fait, quand on a l'impression de... En fait, il y a toujours cette balance risque-rendement. Plus on prend de risques, plus on peut avoir de rendement. Mais le ratio gain-perte-gain, en fait, perte-bénéfice, il peut ne pas s'avérer le même dans les deux sens, en fait. Vous allez voir que quand on perd 20%, si on veut revenir à l'équilibre, et bien là, il faut gagner 25%. Si on perd 30%, quand on veut revenir à l'équilibre, donc admettons, j'ai mis 1000 euros, j'ai perdu 30%, et bien si je veux revenir au prix ou à mes 1000 euros, en fait, il faut que je refasse une performance de 43%. Donc, vous avez besoin d'un gain de 100% pour récupérer une perte de 50%. Vous voyez ici, ça nous en fait poser quelques questions sur les risques que l'on peut prendre. Donc, voilà, c'est peut-être plus parlant sous forme de graphique, mais voilà, il faut savoir que quand on perd 1%, qu'on reprend 1%, ok, pas de problème, mais plus la perte s'agrandit, plus pour remonter à l'équilibre, il faut faire une performance, une grosse performance. Voilà. Ensuite, on va finir avec l'Italie qui augmente l'impôt sur les plus-values Bitcoin à part de 26 à 42%. Alors, est-ce que c'est que sur le Bitcoin? Est-ce que c'est sur l'ensemble des crypto-monnaies? Là, ça semble être que sur le Bitcoin. Mais moi, je suis un peu déçu de ce genre de news parce qu'en fait, ça bride un peu les investisseurs et ça ne permet pas l'innovation, ça ne permet pas le progrès, ça ne permet pas la création de valeur. Alors oui, c'est des ressources pour l'État et il en faut parce qu'il faut des services publics dans un État, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. La France, on est l'un des pays les plus taxés aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais là, brider une nouvelle technologie, je pense que c'est pas toujours la bonne chose à faire. Et c'est pareil sur l'intelligence artificielle, c'est pareil sur les stablecoins, c'est pareil sur les plateformes d'échange, etc. L'Union européenne a tendance à vouloir un petit peu mettre des bâtons dans les roues à l'innovation, du moins c'est mon point de vue. Et c'est un petit peu dommage. Après, l'Union européenne, il y a énormément de choses qui sont très bien, il y a beaucoup de réglementations qui protègent les consommateurs, etc. Mais parfois au niveau des entreprises, elles se font détruire et souvent elles vont s'expatrier à l'étranger parce que c'est plus facile d'entreprendre là-bas. Et du coup, on perd nos fleurons français, européens, etc. Donc, bon, bref. On va pas faire de politique ici, mais c'est selon moi un petit peu dommage que quand on voit que ça y est, le Bitcoin commence à vraiment bien performer, eh bien, on vient abattre les investisseurs. Et on va finir avec Do Kwon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le fondateur de Luna, Terra Luna, qui nous a fait un scam, en fait, une pyramide de Ponzi, si je crois. Ouais, je crois que c'était une pyramide de Ponzi avec l'UST. C'était un stablecoin algorithmique et qui rapportait des rendements de fou, mais en fait, c'était voilà, pyramide de Ponzi. On pourra faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais c'est en gros les revenus des nouveaux entrants permettent de rémunérer les anciens, etc. etc. Et dès qu'il n'y a plus de nouveaux entrants, hop, le système, il s'effondre. Donc, il aurait transféré des cryptos depuis ses wallets à l'intérieur de la prison. Donc, il est au Monténégro, je crois. Et voilà, les autorités ont mis 2 mois à s'en rendre compte et à saisir les identifiants de ses wallets. Mais voilà, lui, il s'arrête jamais. Et on va terminer avec une vidéo que je suis en train de vous tourner sur la sélection des ETF. Donc ça n'a rien à voir avec les cryptos, mais je fais toujours une petite partie sur la bourse, sur les ETF, sur la finance traditionnelle en fait, parce que je pense qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur les cryptos. Si tu es all-in crypto, tu prends énormément de risques. Et à partir d'un moment, alors oui, ça peut être bien pour démarrer un parcours d'investisseur, mais je pense qu'à partir d'un moment, il faut vraiment faire une balance vers les marchés financiers traditionnels pour prendre un petit peu moins de risques. Après, tout dépend si vous êtes prêt à tout perdre, aller sur ce marché qui est tout neuf. Maintenant,
La finance traditionnelle, ça fait des centaines d'années qu'elle est là. Les ETF, ils performent plutôt bien depuis des années. Donc c'est pour ça que je fais toujours une petite partie sur la finance traditionnelle. Vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais vous sortir d'ici demain, je crois, sur la chaîne YouTube, sur la sélection de vos ETF, comment les choisir et comment tout simplement les trouver sur Boursorama si vous avez votre PEA sur Boursorama, parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont sur Boursorama, c'est d'ailleurs l'un des meilleurs, l'un des plus compétitifs du marché. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme, on a dépassé les 1000 abonnés, ça me fait vraiment trop plaisir. Et voilà, dans quelques jours, ciao!